Vincent Hervouette, bonjour. Bonjour Karine, Merci d'avoir accepté notre invitation. quel plaisir. Vous êtes le co-créateur de France Info et de LCI. Je suis un modeste collaborateur de ces deux chaînes au moment où elles ont été créées. Comment les chaînes d'information en continu ont-elles révolutionné le traitement de l'information en général? Ah, c'est une longue histoire, ce serait intéressant d'ailleurs de regarder ça de vraiment près, avec une démarche un peu scientifique. Moi, je me souviens que quand on a créé France Info, et c'est la même équipe qui ensuite s'est reconstituée pour 7 ans plus tard créer LCI, quand on a lancé France Info, l'ambition de cette chaîne, de cette radio d'information continue, c'était vraiment de bousculer les us et coutumes, les habitudes de la Maison Ronde, de Radio France, de produire une information qui était rapidement renouvelée, qui était beaucoup plus riche, avec beaucoup plus de sujets, d'intérêt, que ce que l'on entendait sempiternellement dans le 19h, le 12h, le 13h de France Inter et la matinale. C'est d'avoir une information qu'on faisait vivre du début jusqu'à la fin, on l'accompagnait dans son développement, avec des éclairages différents, et jusqu'au moment où elle était remplacée par une autre. Il y avait l'idée d'enrichir vraiment la matière à débat. Et LCI, ça a été le même projet en quelque sorte, à la fois interne pour bousculer un peu une rédaction de TF1 qui avait, de l'avis de ses dirigeants, fait du gras. Avec des modes de production qui étaient beaucoup plus rapides et différents, c'est-à-dire que le journaliste reporter d'image, qu'on appelait autrefois un caméraman, partait seul en reportage, non pas avec un chauffeur et un sondier et un journaliste rédacteur. Le gars y allait seul, il assumait l'ensemble du reportage, du début jusqu'à la fin, les sonores, les images d'illustration, l'enquête sur le terrain, et ensuite il assurait le montage jusqu'au moment où il mettait ce sujet, ayant été visé par la rédaction en chef, enfin, était rendu prêt à diffuser. Ce qui veut dire qu'il y avait un métier pour lui qui était très enrichi, sans doute plus difficile, plus lourd, mais beaucoup plus intéressant, et surtout une rapidité dans la production sans égal. Et ça a effectivement beaucoup bousculé et transformé le métier de journaliste d'audiovisuel. Vous avez interviewé plus de 100 chefs d'État, Ouais, presque 150. 150. Quelle rencontre vous a le plus marqué? Ça, c'est une colle. On me demande souvent, les rencontres qui m'ont le plus marqué sont les interviews qui ont été faites dans des conditions critiques. J'ai fait la dernière interview de Kadhafi, il y avait une atmosphère autour de lui d'hystérie générale. La guerre avait commencé et il se savait au bout de la route, le compte à rebours était enclenché, il n'avait aucune illusion sur la façon dont ça allait se jouer, mais il essayait de garder une certaine dignité et il voulait laisser un témoignage pour l'histoire. J'ai interviewé, c'était au téléphone, mais Laurent Gbagbo m'a téléphoné le jour où il perdait le pouvoir et il était enfermé dans le bunker du palais présidentiel à Abidjan et les troupes étaient à l'assaut et il était seul avec sa femme et un prédicateur. Et j'avais l'impression d'avoir au bout du fil quelqu'un qui faisait son testament. Donc ça vous impressionne. Mais j'ai aussi rencontré des chefs d'État ou des hauts dirigeants. Par exemple, j'ai interviewé le pape des Arméniens, Karekine II, pardon, qui avait scellé la réconciliation entre l'Église orthodoxe arménienne et l'Église catholique. Il avait fait ça avec Jean-Paul II, c'était un moment historique. Le personnage était absolument extraordinaire, d'une densité, d'une gentillesse, d'une simplicité, d'une intelligence politique aussi, tout à fait remarquable. Mais la plupart du temps, interviewer un chef d'État n'a aucun intérêt. C'est un cheval de manège hein, qui connaît tous les tours et qui répond avec des éléments de langage appris par cœur. Ce qui est intéressant, c'est avant et après. Avant, parce que il faut quand même caler le rendez-vous, l'obtenir, supporter l'entourage. Il y a toutes sortes d'histoires, ça c'est révélateur du fonctionnement de la cour. Et puis après, parce que l'oral étant passé, en général, le président est content,
on le félicite, hein, pas moi, mais les gens qui l'entourent. Et là, il s'abandonne souvent, il se livre, et on en apprend beaucoup sur lui, sur l'exercice du pouvoir. Il y a une sorte de relation qui se crée à ce moment-là. C'est intéressant quand même. Vous avez été entre autres en poste à Beyrouth pendant la guerre du Liban. Quel souvenir gardez-vous de cette période? Bon, moi, j'étais tout jeune, et c'est un pays qui vous marque parce que c'était, d'abord, c'était les guerriers Lafayette, il se passait tout le temps quelque chose. Deuxièmement, je travaillais pour toutes sortes de médias. Je n'étais pas un journaliste, vous savez, rassis en poste, envoyé avec sa famille, avec ses notes de frais. C'était une vie de clochard de luxe. Et il se passait à l'époque, moi j'étais à Beyrouth en 82, donc j'ai vécu le siège de Beyrouth, donc d'une ville moderne par une armée étrangère, ce qui ne s'était pas produit depuis, je sais pas, depuis quand, depuis Berlin peut-être, hein. Donc ça créait des relations très particulières entre les gens qui étaient assiégés et sous la menace. Il n'y avait plus de téléphone, il y avait très peu d'eau, il y avait, bon bref, il y a eu une vraie entraide en même temps entre confrères. C'était assez formidable comme souvenir. Et puis, quand vous avez goûté au Liban, moi particulièrement parce que j'étais jeune, mais vous restez marqué. Puis en plus, c'était pas ma première expérience de guerre, de violence, mais c'était sans doute celle, oui, qui a été la plus âpre. Y a-t-il une différence de traitement de l'information sur les événements qui se déroulent au Moyen-Orient entre l'époque de ce conflit, par exemple la guerre au Liban, et aujourd'hui? Oh, oui, c'est complètement différent. C'est complètement différent, d'abord parce que pour la presse française, d'abord parce que le public qui vous lit est beaucoup plus, intervient 1000 fois plus. Autrefois, vous écriviez un papier pour le quotidien de Paris, vous saviez ce qu'en avait pensé le rédacteur en chef, hein, ou le chef de service, hein, mais c'est à peu près tout. Les confrères peut-être, mais c'est tout. Aujourd'hui, vous avez instantanément sur les réseaux sociaux tout un brouhaha, une bronca, des insultes, des félicitations. Ça réagit très fort, notamment sur tout ce qui concerne Israël et les Palestiniens. C'est devenu un sujet d'empoignade. Ça a toujours été un sujet de controverse en France, et pour cause. La France est le pays où il y a la plus forte communauté juive en Europe, c'est le pays où il y a le plus d'Arabes, hein, de musulmans et de gens qui se sont attachés à la cause palestinienne. La cause palestinienne n'existe pratiquement plus qu'en Europe. Et donc vous avez forcément des réactions épidermiques et des camps qui sont qui sont très définis, vous voyez, qui sont très tranchés. Il y a, depuis le 7 octobre, ce pogrom invraisemblable, vous avez une difficulté à parler, à vous faire entendre quand vous essayez d'établir les faits. Vous avez les uns ont des lunettes d'une certaine couleur, les autres sont dans l'indignation. Les deux camps d'ailleurs sont dans l'indignation. Mais ce qui est très frappant, c'est que la scène politique française se définit par ça aussi. On a vraiment importé le conflit. Donc aujourd'hui, allez donc faire entendre la souffrance des Israéliens à des gens de la France insoumise, ben, il va falloir vous lever de bonne heure quand même, hein. Pensez-vous que la diplomatie française puisse se ressaisir et retrouver un jour une place de choix sur la scène mondiale? Vous ne pouvez pas avoir une diplomatie puissante, une politique étrangère qui soit audible, quand vous avez des comptes qui sont dans le rouge, l'incapacité à tenir vos frontières, que vous avez un chaos politique qui use trois premiers ministres dans l'année, et que vous êtes incapable de tenir donc la baraque. Quand la maison est en feu, vous pouvez faire les pieds au mur, on vous regarde, on dit bravo l'artiste, mais on ne vous suit pas, hein. Votre occupation préférée? C'est pas une question facile, hein. Parce que j'ai plein de choses que j'aime beaucoup, mais elles sont justement diverses. Mais bon, si je vais un peu au fond des choses, ce que je préfère, c'est aimer, et ce que je fais le plus, c'est travailler. La figure historique que vous auriez aimé rencontrer? J'aurais bien aimé rencontrer Marie-Antoinette, une femme tellement diffamée, tellement calomniée. Il y a des tas. Il y en a des tas. J'aurais bien aimé rencontrer
mes arrière-grands-pères. J'aurais bien aimé connaître aussi les chefs vendéens. J'aurais bien aimé connaître La Roche-Jacquelin et Charette aussi. Et Cadoudal. Cadoudal. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre dire? Entre ici. Merci beaucoup Vincent Arouette.